La mise en mouvement de la machine de guerre américaine, le porte-avions Roosevelt et 13 autres navires sont en route vers la Méditerranée et le Golfe. À leur bord, des commandos d'élite prêts à intervenir. Les talibans en retrait, le Mollah Omar propose des pourparlers aux États-Unis, mais au Pakistan, ses partisans menacent d'un djihad en cas d'attaque contre l'Afghanistan. Jacques Chirac aux États-Unis, la France est solidaire des Américains à 1000%, dit-il, mais le président français n'a pas voulu employer le mot guerre. Il est ce soir à New York pour un hommage aux victimes. Une première médicale, un chirurgien américain a opéré une patiente à Strasbourg à 7000 km de distance en manipulant les bras d'un robot. Et puis Vidocq, le film, le Paris de 1830, recréé entièrement par les effets spéciaux, prouesse numérique et très gros budget. Mais les amoureux du feuilleton sont, semble-t-il, partagés. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, la piste française des enquêteurs du FBI. Les policiers américains sont persuadés qu'ils détiennent un homme qui aurait dû faire partie des commandos kamikazes. Et il s'agit d'un Français, Zacharias Moussaoui, arrêté en août dernier alors qu'il prenait des cours de pilotage. L'homme est âgé de 31 ans. Il a longtemps vécu à Narbonne et à Montpellier. C'est encore l'histoire d'une double vie. Enquête Pascal Doucet-Bon avec Audrey Goutard. L'opération s'appelait Chrysanthème. C'était il y a 8 ans. La France lançait son premier coup de filet anti-islamiste. Ce jour-là, 100 personnes sont arrêtées, dont le leader du FIS en France, Moussa Kraouch. Parmi les interpellés, un certain Zacharias Moussaoui, un franco-marocain. À l'époque, il apparaît comme un petit poisson, relâché très rapidement. Aujourd'hui, il en est tout autrement. Selon nos informations, il devait faire partie des kamikazes de New York et de Washington. Mais Zacharias Moussaoui a été arrêté avant les attentats, le 17 août dernier. La police de l'immigration lui reprochait de détenir un visa périmé. Au moment de son interpellation, l'islamiste apprenait à piloter dans cette école de Minneapolis. Un bien curieux élève, au dire de ses professeurs, il voulait apprendre à décoller, mais pas à atterrir. Après son interpellation de 93 à Paris, Zacharias Moussaoui est surveillé par la DST. Il part s'installer à Londres, où il fréquente de plus en plus assidûment les islamistes radicaux. Beaucoup de gens venaient avec des voitures de luxe, dit ce voisin. Ils transportaient des valises, des papiers, jour et nuit. Zacharias Moussaoui multiplie même les allers-retours avec le Pakistan. Il y formait des combattants, disent aujourd'hui les services de renseignement français, pour le compte de l'organisation d'Oussama Ben Laden. Le cas Moussaoui est-il isolé ou y a-t-il d'autres Français parmi les commandos d'Oussama Ben Laden aux États-Unis? Pour répondre à cette question, les enquêteurs français attendent beaucoup des auditions des 50 suspects déjà arrêtés. Et puis nous vous parlions la semaine dernière de ce site internet en français qui faisait l'apologie des attentats suicides et d'Oussama Ben Laden entre autres. Eh bien le responsable présumé de ce site a été interpellé ce matin dans la Creuse. Agnès Gardet. Une page d'accueil plutôt anodine et puis au fil des clics les conseils se font plus précis. Comment s'entraîner pour le djihad, la guerre sainte, ou encore faire l'apologie de l'attentat suicide. Appelons même à s'organiser contre les intérêts de l'ennemi. Le site st.com est depuis le mois de juillet dans le collimateur de la justice. Son gérant, un jeune homme résidant à Sardan, dans la Creuse, a été interpellé ce matin tout près de Guéret. Vendredi dernier, il s'était défendu d'être à l'origine d'un site illégal. C'est un site qui est fait, je crois, en 16 langues dans le monde. Il n'y a aucun pays dans le monde qui pose des problèmes. Tout le monde sait que ce site, que ces sites-là ne sont pas pour appeler à la guerre, comme ils disent, etc. C'est simplement pour dénoncer ce que sont en train de faire la Russie aux populations tchétchènes et du Caucase. Moi, personnellement, je ne suis pas contre. Ils veulent à tout prix m'accuser moi et c'est tout bon. Ils fassent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, moi j'ai l'intention de me défendre. Une information judiciaire pour apologie du terrorisme a été ouverte lundi et confiée à un juge parisien. Le jeune homme interpellé a été placé ce soir en garde à vue au commissariat de Guéret. 8 jours après les attentats aux États-Unis, l'image de la puissance militaire américaine, le porte-avions USS Theodore Roosevelt en route pour le Golfe. 13 autres navires l'accompagnent ou le rejoindront, 15 000 hommes au total. Le Pakistan vient de confirmer que Washington souhaite utiliser son espace aérien et d'après le Washington Post, le Pentagone prévoit d'utiliser des sites à terre, toujours au Pakistan, comme base arrière pour des raids en Afghanistan. Ces raids seraient menés par des forces d'élite spécialisées dans les actions commando. Étienne Lénart, Aaron Diamond. C'est un peu le branle-bas de combat et sans que l'on sache exactement quels corps d'armée participeront à quelles opérations, l'Amérique militaire se prépare.
Dans toutes les bases sur lesquelles sont stationnés les Marines, l'entraînement et la sécurité ont été renforcés. Quelle que soit la nature de la riposte des États-Unis, les Marines en feront partie. Bien sûr, nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous sommes fiers d'être la première force d'intervention, prêts à répondre à l'appel de la nation, prêts à servir et à protéger notre pays. Et puis tout le monde s'accorde à dire que les forces spéciales joueront un rôle prépondérant, qu'il s'agisse des forces Delta ou ici des unités terre-air-mer. Ces unités surentraînées, seulement 6000 soldats d'élite opèrent à partir de plateformes maritimes, par petits groupes de 16 hommes. Habitués à se fondre dans le paysage pour des opérations de reconnaissance et de commando, une armée non conventionnelle pour une mission non conventionnelle. Il est possible qu'il y ait rapidement des raids et des bombardements aériens si certains objectifs sont en train de fuir avant que nous puissions bâtir notre force. Mais le scénario le plus probable, c'est la mise en place de commandos qui attendront la première occasion pour s'attaquer à Ben Laden et à ses lieutenants. Entre les fantasmes hollywoodiens genre Rambo et la réalité du terrain, sans doute faudra-t-il faire la part des choses. Si la plupart des experts semblent pour l'instant exclure une opération massive, les premiers bâtiments d'un groupe de 14 navires avec à leur tête le porte-avions USS Theodore Roosevelt ont appareillé ce matin, avec à leur bord 2000 militaires des forces spéciales, direction la Méditerranée. Alors, commandos américains et commandos allemands, peut-être, Berlin envisagerait d'engager des hommes pour récupérer les 8 occidentaux détenus par les talibans et dont le procès, vous vous en souvenez, avait commencé il y a quelques jours. Par ailleurs, le Bundestag, la Chambre des députés allemands, a voté son accord à une participation éventuelle aux ripostes militaires des États-Unis. En Californie, première manifestation contre cette réponse militaire américaine, petite manifestation. Ils étaient 200 sur le campus universitaire de Berkeley. Les talibans sont une cible des États-Unis, on s'en doutait, mais c'est cette fois le président pakistanais Musharraf qui l'affirme officiellement. Volonté de temporiser ou main tendue, en tout cas le chef des talibans, le Mollah Omar, se dit prêt ce soir à ouvrir des pourparlers avec les États-Unis sur le cas Ben Laden. 1 millier de théologiens de l'islam, les oulémas, sont réunis en ce moment à Kaboul pour en discuter comment fonctionne le régime des talibans. Explication Vincent Nguyen qui commente aussi les dernières images d'Exode. Il fuit. Il fuit car à Kaboul on sent venir la guerre, encore. Une guerre sainte, bien sûr, à laquelle les dirigeants religieux doivent se préparer. C'est ce que les talibans leur ont demandé aujourd'hui en les réunissant au palais présidentiel. Leur chef, le Mollah Omar, refuse toujours de livrer Ben Laden. Il exige des États-Unis qu'ils apportent la preuve de sa responsabilité dans les attentats du 11 septembre. La guerre, oui, mais avec quoi? En paradant le mois dernier, les talibans étaient bien fiers, il n'y avait pourtant pas de quoi. Un armement vieux, mal entretenu, pris aux soviétiques dans les années 80, voilà ce qu'ils possèdent. Des orgues de Staline, quelques missiles Scud, une centaine de chars T-54 ou T-62, une poignée d'hélicoptères et d'avions de combat. Contre l'aviation alliée, ils n'auront que quelques missiles Stinger fournis par la CIA pendant la guerre froide. Leur force, c'est encore les hommes, 40 à 50 000 selon les estimations. Parmi eux, on compte environ 10 000 islamistes radicaux étrangers, en majorité pakistanais, et quelques 3 000 arabes financés par Ben Laden. Insaisissables dans les montagnes, les miliciens ont déjà su vaincre la puissante armée rouge. Il n'y a pas ici de cible stratégique à bombarder comme dans la guerre du Golfe. À cette époque, les Américains avaient déclaré vouloir ramener l'Irak à l'âge de pierre. Le problème avec l'Afghanistan, c'est qu'il y est déjà. En réponse indirecte à ces propositions de dialogue des talibans, George Bush a répété qu'il demandait la livraison immédiate de Ben Laden, a signalé par ailleurs que la chaîne américaine CNN a été priée par les talibans de quitter l'Afghanistan. 15 000 Afghans ont à ce jour pris la route et franchi la frontière pakistanaise, chiffre communiqué par l'ONU, le Pakistan qui soutient officiellement les États-Unis, mais où la rue gronde de plus en plus. Sur place, Agnès Varamian, Gilles Jacquier. Un drapeau américain déniché au bazar. Ils le brûleront finalement. Les slogans sont en anglais pour la presse internationale. C'est une manifestation de soutien aux dignitaires de Kaboul, mais pas seulement. Dans la rue, plusieurs milliers de talibans, ces étudiants afghans formés dans les écoles coraniques rigoristes. Nous allons battre ceux qui nous agressent, mais nous combattrons aussi ceux qui les soutiennent. L'Afghanistan sera le cimetière de l'Amérique.
Les talibans attendent, disent-ils, l'appel à la guerre sainte de leur chef suprême. C'est un parti politique islamiste, fondamentaliste, qui organise le rassemblement, encadré par des policiers pakistanais. Ils sont pacifiques, ils donnent juste leur avis sur ce que doit faire notre gouvernement. Et si l'Amérique attaque, est-ce que leur attitude changera? Rien n'est sûr, rien n'est certain. Sur le parcours, des Pakistanais, tous musulmans eux aussi. Pendant que les talibans pakistanais promettent de nouvelles manifestations pour la prière de ce vendredi, les groupes islamistes armés aussi se mobilisent. À 300 km de là, c'est la 3e prière pour Hassan. C'est ce qu'on appelle au Pakistan un combattant de la liberté. Il s'est battu au Cachemire, cette province que son pays dispute à l'Inde. Le gouvernement pakistanais a toujours soutenu son groupe. Mais s'il aide l'Amérique, On dit juste à notre gouvernement, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Que les États-Unis ne viennent pas ici, qu'ils n'utilisent pas notre pays. Il n'y a pas d'autre choix. Pas de compromis possible. Hassan affirme que plusieurs milliers d'hommes aujourd'hui au Cachemire sont prêts à rejoindre demain la lutte des talibans. Entre les pressions américaines pour qu'ils coopèrent et celles de ces islamistes radicaux qui manifestent, le Pakistan est plus que jamais entre deux feux. Oui, et face à cette situation de plus en plus tendue à Islamabad et ailleurs, certains pays occidentaux conseillent la prudence à leurs ressortissants ou commencent même à les évacuer. C'est le cas, par exemple, de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, régulièrement montrée du doigt pour sa passivité face aux activistes islamistes, et notamment en ce qui concerne les réseaux financiers. Tony Blair a pris les devants. Nous allons couper les ponts financiers, sous-entendu, au terrorisme, a dit le gouvernement aujourd'hui. Et un premier compte a été fermé. Sur place, Laurent Boussier, Dominique Marotel. Ça n'est qu'une modeste succursale de la banque Barclays installée à Notting Hill, un quartier bourgeois dans l'ouest de Londres. C'est pourtant par là qu'auraient transité il y a quelques mois 50 millions de dollars, environ 350 millions de francs, sur un compte ouvert par cet homme, Khalid Al-Fawaz, considéré comme un des lieutenants d'Oussama Ben Laden. Depuis hier, le compte est fermé, mais il montre une fois de plus que Londres est une des plaques tournantes des circuits financiers opaques qui, de pétrodollars en fondations caritatives, alimentent en argent la nébuleuse terroriste. Nous avons déjà fermé un compte bancaire en Grande-Bretagne et nous circulons actuellement une liste d'individus à l'adresse d'institutions financières. Il ne doit pas y avoir de base arrière pour les terroristes ni d'endroits qui recueillent leur argent. Les grandes banques arabes de la City, surveillées par le ministère britannique des Finances, sont généralement hors de cause. A l'inverse, manque de transparence du capital, gestion hasardeuse et succursales dans les paradis fiscaux, le problème viendrait plutôt des dizaines de petites banques privées ou d'organismes de transfert de fonds présents à Londres. Ce sera extrêmement difficile, sinon impossible, d'éliminer complètement le blanchiment de l'argent. Ce n'est pas une guerre que l'on gagne à 100%. On ne peut gagner que quelques batailles. Et si on élimine 10 à 20% de l'argent, alors c'est déjà ça de gagner. L'Angleterre a donc annoncé un durcissement de sa législation pour essayer d'identifier les flux d'argent et les circuits financiers destinés aux terroristes. Un travail de longue haleine dont les résultats positifs, s'il y en a, ne se feront pas sentir avant des mois, voire des années. L'attaque du Pentagone et du World Trade Center a montré aux yeux des spécialistes que le pire devenait possible. Les États-Unis s'interrogent maintenant sur le danger de l'arme biologique ou bactériologique. Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, a lui-même longuement évoqué à plusieurs reprises ces hypothèses. À Washington, Pascal Golomer, Pascal Caron. Ce n'est certainement pas un hasard. Le dernier livre à propos des armes bactériologiques est paru il y a tout juste une semaine aux États-Unis. Inutile aujourd'hui de le chercher dans les librairies. Pas maintenant. Avec la tragédie survenue il y a 8 jours, la popularité du livre est telle qu'il est aujourd'hui épuisé. Nous l'avons commandé à nouveau. C'est vraiment devenu un succès. Un livre en tête des ventes également sur Internet, car les Américains veulent tout savoir sur ce qu'on appelle désormais le bioterrorisme, l'utilisation de virus mortels contre lesquels il serait très difficile de lutter. Voici l'un des plus redoutables, l'anthrax, plus connu sous le nom de maladie du charbon. Vaporisé au-dessus d'une zone habitée, ce bacille pourrait tuer plusieurs dizaines de milliers de personnes en quelques jours. Le vaccin n'est plus disponible. L'anthrax, mais aussi la variole, l'Ebola,
Autant de menaces que les autorités prennent très au sérieux. Ces images ont été tournées à Miami en février 2000, où comme dans 120 autres villes américaines, on organise régulièrement des sessions d'entraînement en cas d'attaque. Un exercice de simulation avait même été prévu à New York le 12 septembre dernier. Il a été annulé. Nous allons à New York maintenant, avant d'entendre Jacques Chirac qui est allé à la rencontre des familles et de la population cet après-midi. Cette nouvelle difficulté pour les sauveteurs, la crainte des poussières toxiques et notamment des poussières d'amiante. Les tours du World Trade Center avaient été construites avant l'adoption des normes en vigueur aujourd'hui. Patrick Fandiot, Nathalie Gallet. Y aurait-il quelque chose d'irrespirable dans l'air de Manhattan? Depuis qu'ils peuvent à nouveau accéder au quartier du World Trade Center, beaucoup de New-Yorkais n'y vont jamais sans leur masque. Si certains en font un usage inattendu, pour la plupart, ce n'est pas juste une coquetterie. Ils ne peuvent plus s'en passer. C'est un masque spécial. Pourquoi? Parce qu'il a des filtres spéciaux pour la poussière et pour l'amiante et des trucs comme ça. Vous pouvez l'enlever? Oui, bien sûr. Le danger est invisible, mais omniprésent. Dans cette fumée qui s'échappe des décombres du World Trade Center, des particules d'amiante. Les tours jumelles, construites dans les années 70, contenaient ce matériau cancérigène. Aujourd'hui, c'est le fond de l'air qui donne des frayeurs. J'ai peut-être l'air ridicule comme ça, mais mon père est mort d'un cancer du poumon. Je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose. À quelques mètres de là, dans cet hôpital, les consultations pour problèmes respiratoires ont augmenté. Mais les médecins ne s'attendent pas à faire face à un grave problème de santé. Pour les gens qui passent peu de temps sur le site, il n'y a pas à s'inquiéter du niveau d'amiante. Mais pour les gens qui travaillent plus longtemps sur le site, comme les sauveteurs, les travailleurs, c'est beaucoup plus préoccupant. Les autorités locales et fédérales affirment que l'air de Manhattan ne présente aucun danger et qu'il n'y a aucun risque d'épidémie. Mais le ministère de la Santé a fait dépêcher ici une équipe de 35 médecins spécialistes par précaution. New York, où se trouve donc Jacques Chirac? On l'a vu tout à l'heure. Après les entretiens officiels, le président français a voulu aller à la rencontre des habitants. Moment de recueillement ici à Union Square, où le président français a déposé une gerbe de fleurs. On écoute Jacques Chirac, c'était un peu plus tôt, aux côtés du maire Rudolph Giuliani. And Mayor of New York must know that French population and Paris, which had been also in the past attacked, not so strongly, but still attacked, feels very, very close of the New York population and the New York authorities. And I said that with the heart and from the bottom of my heart. Then I want to say bravo, thank you. You did that for the New Yorkers, but also for all the free world, for the dignity of the human mankind, and we know that, and we are beside you. Thank you, Mr. President. Rudolph Giuliani qui était à la droite de Jacques Chirac. C'est pour le président français la dernière étape de ce voyage de 24 heures aux États-Unis, voyage marqué par un entretien de 2 heures avec le président Bush. La France, vous le savez, avait fait entendre sa différence à propos de la riposte. C'était donc l'occasion de clarifier les positions. Véronique Saint-Olive, Didier Rancoeur. Premier chef d'État à New York depuis les attentats, Jacques Chirac a voulu rencontrer le maire Rudolph Giuliani, qu'il estime plus que parfait depuis le 11 septembre, et en visitant avec lui un centre de secours, rendre hommage au courage de tous les New-Yorkais. Émotion, mais aussi diplomatie. En arrivant hier à la Maison-Blanche, Jacques Chirac était bien décidé à faire passer le double message d'une coopération totale avec les États-Unis, mais aussi d'une libre appréciation de chaque État pour un éventuel engagement militaire. Alors George Bush, dans le bureau ovale, a voulu rassurer le président de la République et à travers lui les autres chefs d'État européens. Il ne s'agit pas de bombarder des plages, de conquérir des îles. Il n'y a pas de ligne de front à dresser. C'est une guerre qui doit entraîner un effort international, l'effort de tous.
Fini la querelle sémantique autour du terme de guerre. Jacques Chirac et George Bush sont bien sur la même longueur d'onde. Ils refusent l'amalgame entre les terroristes et le monde arabe et en appellent à une véritable coopération des États contre le terrorisme. Devant les communautés françaises de Washington et de New York, Jacques Chirac réaffirme que le monde entier est aujourd'hui concerné. On a dit que les symboles de la puissance américaine avaient été visés. Non. Ce n'est pas la puissance américaine qui a été atteinte. C'est la dignité de l'homme. C'est la fragilité de l'être. C'est le principe même de la vie. Jacques Chirac déjeune actuellement avec Kofi Annan. Le président de la République estime indispensable que l'ONU se mobilise alors que s'annonce un très long conflit. La France prendra toute sa part dans la lutte contre le terrorisme, a répondu comme en écho Lionel Jospin. Le Premier ministre assistait à une cérémonie ici organisée par l'association SOS Attentat en mémoire des victimes du 11 septembre. Des propos très fermes. On l'écoute. Ce crime dernier qui a été commis ne restera pas impuni. La lutte contre le terrorisme sera conduite collectivement, avec une détermination absolue et dans la durée. Je peux vous l'affirmer au nom du gouvernement français, la France, au sein de l'Europe, prendra toute sa part dans cette lutte contre le terrorisme. Alors en cette pré-campagne présidentielle, la contre-offensive américaine, la croisade revendiquée par le président Bush, devient peu à peu un sujet de débat, notamment à l'extrême gauche, à l'extrême droite ou encore chez les Verts. Laurence Ostolazza, Christian-Marie Monod. Je vous propose qu'à la mémoire des disparus de toute nation... Dimanche dernier, à la fête de l'UMA, les dirigeants communistes demandent 1 minute de silence en solidarité avec le peuple américain. Même refus à l'extrême gauche, selon Arlette Laguillet, pas question de riposter et de massacrer des civils. Pour elle, les États-Unis n'ont que ce qu'ils méritent. Le gouvernement américain récolte aujourd'hui ce qu'il a semé parce que le terrorisme d'État qui a été pratiqué d'Hiroshima au Vietnam en passant par l'Amérique latine, la Palestine ou l'Irak, c'est ça qui fabrique le terrorisme. Hostilité également à l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen accuse le président Chirac de transformer la France en protectorat américain. La riposte militaire, si elle doit se faire, est de la responsabilité des États-Unis, ou de l'ONU, non de la France. Celle-ci, me semble-t-il, a beaucoup mieux à faire à régler ses propres problèmes et à balayer devant sa propre porte. A l'inverse, les autres partis hostiles en 91 à la guerre du Golfe ont révisé leur position. C'est le cas des Verts, qui acceptent aujourd'hui une intervention militaire sous condition. Je pense qu'il faut peut-être avoir recours à la force pour arrêter les auteurs du crime. Mais à ce moment-là, ça doit être dans le cadre de ceux qui sont amenés à juger et poursuivre les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU. Les antimondialisations du mouvement Attaque gardent eux-mêmes un silence embarrassé. Quant à Jean-Pierre Chevènement, qui avait démissionné il y a 10 ans pour protester contre les frappes sur l'Irak, il se limite à réclamer une riposte, mais ciblée. L'Union européenne, elle a décidé de prendre des dispositions. On a vu que l'enquête du FBI menait en Allemagne, en France ou même en Italie. Eh bien, les ministres de l'Intérieur et de la Justice des 15 se réuniront demain. Information France 2, la création d'un mandat d'arrêt européen devrait être décidée. Michel Fine. Le mandat d'arrêt européen. Avec lui, plus besoin d'extradition. Toute personne qui fera l'objet d'un tel mandat d'arrêt pourra être arrêtée immédiatement dans n'importe quel pays de l'Union européenne, y compris dans son pays d'origine. Pour pouvoir appliquer ce mandat d'arrêt, il faudra harmoniser les législations de tous les pays en créant ce que l'on appellera des eurocrimes. Par exemple, le trafic de stupéfiants ou l'homicide volontaire, des crimes qui auront désormais la même qualification juridique partout. Il faudra créer également une sorte de FBI à l'européenne. Des équipes de policiers de tous les pays qui pourront enquêter de concert et sans entrave sur les mêmes dossiers. Ce sera une petite révolution dans les mondes judiciaires et policiers. Imaginez, si le mandat d'arrêt européen avait existé, Rachid Ramda, le financier de la vague d'attentats de 95 dont la France demande à l'Angleterre l'extradition depuis 6 années, Rachid Ramda serait aujourd'hui jugé, condamné et incarcéré en France.
Dans ce contexte tendu en France, marqué par la réactivation de Vigipirate, le moindre incident attire l'attention et peut provoquer l'inquiétude. Exemple, on s'est aperçu qu'une quinzaine d'uniformes d'agents de la propreté du métro parisien avaient été dérobés récemment. Une méthode qui rappelle bien sûr celle de certains des kamikazes américains. Finalement, l'affaire semble beaucoup plus ordinaire. Zindine Boudaoud, Martin Khalidi. Celui-là aussi, c'est pareil. Des armoires fracturées dans un vestiaire du métro. En temps normal, ce cambriolage serait passé inaperçu, sauf pour ces agents de la propreté du métro parisien. On finit à 3 heures, on est parti, on est rentré chez moi, mais les matins, j'ai trouvé tous les cassés là. Tous les placards cassés. Tous les placards cassés, tous les placards. Là-bas aussi, c'est pareil. Mais ces cadenas ont été forcés le 10 septembre dernier, la veille des attentats aux États-Unis. Une coïncidence? Sans doute. Pourtant, la société chargée du nettoyage du métro a préféré alerter la police. Les voleurs ont dérobé une dizaine de tenues de ce type, des uniformes permettant de circuler librement dans les couloirs, les stations et les rames du métro. Aucun risque, au dire des responsables de la RATP, qui préfèrent se féliciter de la vigilance accrue des usagers. On s'en aperçoit puisque le nombre d'objets trouvés qui deviennent des colis suspects a été multiplié à peu près par 4 ou 5, ce qui prouve que tout le monde est parfaitement vigilant et attentif à tout ce qui peut se passer. La RATP fait confiance au renforcement du plan Vigipirate. Depuis une semaine, 120 soldats et 200 gendarmes mobiles sont déployés dans le métro et le RER parisien. L'autre actualité à l'étranger maintenant, image au Proche-Orient de la ville de Jenin où l'armée israélienne s'est retirée conformément à ses engagements. Elle devrait faire de même dans tous les territoires autonomes palestiniens qui avaient été occupés depuis quelques semaines ou quelques mois, en échange donc d'une promesse de cessez-le-feu. Cessez-le-feu bien observé, à quelques incidents mineurs près. Problème côté palestinien, le Hamas et le djihad islamique indiquent ce soir qu'ils ne se sentent pas tenus par cet engagement. Charles Anderlin. À Gaza, certains dirigeants islamistes déclarent ouvertement qu'ils n'observeront pas le cessez-le-feu décrété par Yasser Arafat, un responsable politique du djihad islamique. Les Israéliens rêvent quand ils croient que la résistance palestinienne peut s'arrêter tant qu'il y a une occupation israélienne. La résistance continuera malgré l'événement terroriste qui s'est passé aux États-Unis dernièrement. Donc, les attaques suicides pourraient continuer. La lutte va continuer par tous les moyens. Le discours d'un des principaux porte-parole du Hamas est plus nuancé. Pour Abu Shanab, une trêve est possible. Si les Israéliens cessent leurs attaques contre les Palestiniens, je prévois un retour au calme assez rapide. Mais nous ne pouvons pas déposer les armes et rester calmes alors que les Israéliens nous attaquent et démolissent nos maisons. Un véritable débat interne se déroule au sein du mouvement islamiste. Les états-majors des diverses organisations prennent la température de la rue palestinienne qui, elle, soutient l'idée d'un cessez-le-feu, mais à condition que les bouclages des villes palestiniennes soient rapidement levés. Pour l'heure, ce n'est pas le cas. En fin d'après-midi, les chars israéliens barraient encore toutes les routes reliant le nord au sud de Gaza. Les conséquences économiques des attentats maintenant, c'est pour les compagnies aériennes et les constructeurs de l'aéronautique que la situation est la plus difficile. On parle de 100 000 emplois supprimés au moins en Europe et aux États-Unis. Cyril Deveau, Mathieu Drejoux. Cloués au sol pendant 3 jours à la suite des attentats, les avions ont coûté très cher aux compagnies américaines, plus de 7 milliards de francs. Et depuis la réouverture des aéroports, comme ici à Washington, la situation n'est pas meilleure. Les nouvelles mesures de sécurité très coûteuses et les milliers d'annulations d'Américains traumatisés par la menace de nouvelles actions terroristes précipitent les compagnies au bord de la faillite. C'est le coup de grâce. Les conséquences des attentats du 11 septembre amplifient une situation qui était déjà fortement dégradée. Je rappelle que les 8 principales compagnies américaines avaient réussi à accumuler un déficit supérieur à $1 milliard sur les 6 premiers mois de 2001. US Airways, American Airlines et les autres envisagent près de 100 000 suppressions d'emplois aux États-Unis et revoient à la baisse les achats de nouveaux avions. Sur ces chaînes de montage, Boeing n'assemblera que 400 appareils l'an prochain
contre 500 prévus avant les attentats. Flexibilité oblige, le constructeur américain va se séparer de 30 000 salariés, un tiers des effectifs. La crise qui frappe Boeing menace aussi le concurrent Airbus. Les compagnies américaines remplissaient plus du quart de son carnet de commandes. Les clients européens sont également en difficulté. Air France, par exemple, vient d'annoncer un plan drastique d'économie, le gel des embauches et le retrait de 17 avions. Autre conséquence, dans le cinéma et dans la publicité, il a fallu réviser en catastrophe de nombreuses campagnes. Tout ce qui touche à la violence ou à la ville de New York devient évidemment très sensible. Laurence Decherf, Patrice Brugère. Une ville à l'envers, des buildings, des véhicules en chute libre, un semblant de chaos. Depuis le 11 septembre, cette publicité, pourtant tournée à Toronto, a disparu du petit écran. Notre spot présentait une proximité visuelle avec les événements qui viennent de survenir. Ça n'était pas un film catastrophe, mais ce contexte visuel fait manifestement penser à ces événements. Même une publicité pour un yaourt, aussi peu violente que celle-ci, mais tournée à New York, est supprimée du petit écran. Au total, ce sont 50 spots publicitaires qui disparaissent. Cette affiche, représentant des salariés dans un ascenseur, ne verra jamais le jour. C'est à la fois un souci de responsabilité qu'a toujours eu France Télécom et qu'ont toutes les grandes entreprises aujourd'hui avec leur communication, et un souci plus prosaïque d'efficacité de l'investissement publicitaire. Mais les plus touchés dans leur communication, ce sont les compagnies aériennes. Comme la Lufthansa ou British Airways, Air France a également repoussé la sortie de sa nouvelle campagne. Même les publicitaires, après ces attentats, se posent des questions sur le contenu des messages. Je pense que ce qui sera utilisé en publicité fera très attention à ne pas choquer, à ne pas heurter les gens. Je pense qu'on ira vers des visuels qui seront plus proches des gens, qui seront un petit peu plus respectueux et moins agressifs. Un changement d'autant plus sensible que New York, avec toutes ses tours, était l'une des villes qui a le plus inspiré les publicitaires. Il est une entreprise qui pourrait avoir des raisons objectives de se réjouir de ce malheur. C'est la société Giffard, société française installée près de Saint-Brieuc et qui fournit les pompiers et les sauveteurs new-yorkais en masques de protection. Elle a dû augmenter ses effectifs pour assurer les nouvelles commandes. À Pintel, reportage Olivier Sioux, Gabriel Camilla. 500 000 masques à livrer pour vendredi aux sauveteurs de New York. Alors depuis le début de la semaine, les machines de la petite usine bretonne tournent à plein régime, jour et nuit. Il a même fallu embaucher. Aujourd'hui, on a monté une équipe de nuit supplémentaire. On a embauché à peu près une dizaine de personnes pour faire tourner sur la ligne automatique, fabriquant ces masques pour les US. Un surcroît de travail, bien sûr, pour les 140 employés qui y voient surtout un geste de solidarité envers le peuple américain. Tous les jours aux informations, ces nouvelles, quand on voyait ces images, notamment en plus les sauveteurs, etc., qui ont beaucoup de mal, c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, aujourd'hui, on a le sentiment de les aider. Ces masques de tissu jetables sont destinés aux centaines de pompiers et sauveteurs new-yorkais en proie depuis une semaine à la poussière, à la fumée. Et ce n'est peut-être que la première d'une longue série de commandes. On vient d'apprendre que les chantiers allaient durer pendant de très longs mois, 6 à 8 mois ou peut-être même plus. Donc tant qu'il y aura génération de poussière et de fumée, comme c'est encore le cas maintenant, les gens devront se protéger et le port du masque sera plus que recommandé. Ce marché de 300 000 €, 2 millions de francs, est en tout cas une bouffée d'oxygène pour Giffard, qui jusqu'ici produisait essentiellement des filtres pour Moulinex. Actualité médicale maintenant avec, je vous le disais, cette opération de téléchirurgie d'une précision encore inégalée. La technique a déjà été utilisée. Le progrès ici vient du fait que le temps de latence entre l'image de la patiente opérée et le récepteur du chirurgien, à plusieurs milliers de kilomètres de là, eh bien ce temps de latence a été très nettement diminué. Jean-Daniel Flézaquier, Aurélie Legrand. Ce n'est pas évident d'emblée, mais cet homme est un chirurgien en train d'opérer. Il est dans un bureau à New York et il enlève la vésicule d'une patiente installée dans un bloc opératoire à Strasbourg, 7000 km plus loin, tout cela grâce à un robot. Le professeur Jacques Maresco est un pionnier de la téléchirurgie. Et s'il peut piloter le robot avec autant d'aisance, c'est grâce à un exploit technologique de France Télécom. L'image qu'il reçoit d'Alsace est décalée à peine de 15 centièmes de seconde par rapport à la réalité. Un écart imperceptible à l'œil, le geste peut donc se faire en toute sécurité. 54 minutes plus tard, et sous vidéochirurgie, la patiente sera débarrassée de sa vésicule malade et elle n'a même pas eu peur. J'ai eu l'occasion de voir tout de suite M. Maresco à la télé.
j'ai pu lui faire un coucou. Et puis il y avait les anesthésistes qui étaient derrière, que j'avais confiance. Ce qui est possible à 7000 km de distance peut aussi l'être entre deux hôpitaux d'une même région. Un malade hospitalisé pourra bénéficier d'un geste technique sans avoir à changer d'établissement. Le fait est de montrer qu'à un moment donné de l'opération, le partage du geste est possible. Et ça, c'est la prouesse technologique. Ce qui veut dire que pendant un quart d'heure, 20 minutes, une équipe, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit située, peut prendre en main l'évolution chirurgicale d'un patient distant. On devrait bientôt pouvoir faire en routine des pontages coronariens, c'est-à-dire remplacer une artère du cœur malade grâce à un robot piloté à distance. Confirmation dans l'affaire Auvélie, disparue le 29 août dernier à L'Isle-sur-la-Sorgue. Un rapport d'expertise apporte de nouveaux éléments qui confirment la mort par noyade. Aurélia Guillemin, Christophe Larocca. Auvélie, 23 mois, n'a pas subi la moindre violence avant sa mort en août dernier. Avec ce document officiel, maître Michel Roubaud, l'avocat de la famille de l'enfant, espère enfin mettre un terme aux suspicions portées sur ses clients. La justice ne les a jamais mis en cause, la gendarmerie ne les a jamais mis en cause et pour l'instant, seule l'opinion publique ou la rumeur, qui ne dispose pas d'éléments suffisants, a émis des hypothèses qui ne sont étayées par aucun élément du dossier. La cause du décès, c'est le second élément apporté par les expertises. Le 29 août dernier, à L'Isle-sur-la-Sorgue, Auvélie a été victime d'une noyade. Accident ou crime, les enquêteurs espèrent en savoir un peu plus dans 2 semaines. On saura alors si l'eau retrouvée dans les poumons du bébé correspond bien à celle de la rivière où Auvélie a été retrouvée. Un accident de car meurtrier près d'Arles. 6 passagers, des ressortissants marocains, ont trouvé la mort. 12 autres ont été blessés. Le car se rendait d'Italie en Espagne. Il a percuté une maison au bord d'une voie rapide. Caroline Gauthier, Aurélie Legrand. Au premier étage, la chambre désormais à ciel ouvert. Au rez-de-chaussée, la cuisine éventrée. Dans cette ancienne maison de garde-barrière en bordure de la voie rapide, Denise, 84 ans, a eu de la chance. À 23h30 hier, la propriétaire des lieux regardait encore la télévision dans une pièce à côté, au moment du choc. J'ai entendu un grand bruit et puis je pensais que c'était le tonnerre. J'ai ouvert ma fenêtre pour voir s'il pleuvait. Il ne pleuvait pas et puis d'un coup j'ai été envahi de poussière et j'ai sorti par ma fenêtre. Le car, parti d'Italie, se rendait en Espagne. À son bord, 18 personnes, marocaines pour la plupart. 6 d'entre elles ont été tuées prisonnières de cet amas de ferraille et de béton. Les 12 autres passagers légèrement blessés ont été hospitalisés. Le chauffeur est l'un d'entre eux. Il devrait être entendu demain puis placé en garde à vue à Arles. Les gendarmes évoquent déjà la vitesse excessive du véhicule, 118 km/h au lieu de 100. Les interrogations des automobilistes face à la hausse des prix de l'essence, plus 15 centimes en moyenne depuis 2 semaines. Et pourtant, cette hausse des prix n'aurait rien à voir avec les attentats du 11 septembre dernier. Luc Bazizin. Que les prix soient affichés en euros ou en francs, les tarifs à la pompe sont en décalage d'une quinzaine de jours avec ceux des marchés. Une première augmentation de 9 centimes il y a 12 jours était prévisible. Le prix du baril grimpe classiquement à la fin de l'été. En revanche, une seconde augmentation de 6 centimes hier est une retombée directe de la flambée du pétrole au lendemain des attentats. Depuis, le prix de l'or noir s'est stabilisé. Le marché semble se rassurer face à un conflit qui n'a rien de comparable à la guerre du Golfe. Des frappes aériennes qui prendraient pour cible l'Afghanistan ne compromettraient en rien les approvisionnements pétroliers mondiaux. Au Pakistan non plus, bien que ce pays ne soit pas du tout évoqué comme cible. L'OPEP promet une production suffisante, ce qui devrait limiter les tensions du marché. Un message rassurant que les pays exportateurs de pétrole pourraient confirmer le 26 septembre lors d'une réunion à Vienne. Sport, football avec les regrets des Lillois en Ligue des Champions après leur défaite face au plus grand club du monde, le Manchester United, 1-0. Une défaite frustrante. Le but anglais a été marqué à la dernière minute de jeu. Christophe Duchiron. Beckham, Blanc, Barthez et les Diables Rouges ou le très riche effectif de Manchester United. Question finance avec Lille, il n'y a pas de match. Question football, heureusement, c'est autre chose. Sans fortune mais sans complexe, Lille en bleu en a donné pour son argent. Dangereux sur coup franc et diablement résistant. Si bien que Grégory Vimbé, le gardien de but nordiste, n'a pas eu froid aux mains, à force d'arrêts plus beaux les uns que les autres. Si bien qu'à force de voir le temps passer, les Lillois commencent à croire au miracle des sous, c'est-à-dire quand les moins favorisés triomphent du grand capital. En effet, sur cette action, sans l'intervention de Barthez et de Blanc,
Lille aurait même pu ouvrir le score. L'entraîneur de Manchester mâche et remâche. La fin du match est proche. Vimbé le magnifique détourne une fois encore un ballon qui ne demandait qu'à finir au fond des filets. Il reste 1 minute à jouer dans le temps réglementaire et les Lillois vont arrêter de rêver. David Beckham donne la victoire aux Rouges. Aux Lillois, les regrets. Une défaite plus qu'honorable reste une défaite. Voilà, mais les Lillois auront l'occasion de se refaire, comme on dit. L'événement cinéma de cette semaine, pour terminer, la sortie de Vidocq. Gérard Depardieu a repris les habits de Claude Brasseur et la haute technologie numérique veut servir l'histoire. Pascal Deschamps, Patrick Deschmecker. Paris, 1830, tandis que la révolte approche. Un homme est sur les traces d'un tueur sans visage. Avec la sortie du premier film tourné en numérique haute définition, on est plutôt tenté, c'est injuste, mais c'est comme ça, de parler forme plutôt que fond. Si je dois mourir, je veux voir ton visage. Révolution numérique, tournant dans l'histoire du cinéma, les qualificatifs, souvent en forme d'avertissement, n'ont pas manqué. Mais pour le réalisateur Pitof, maître français des effets spéciaux, ce procédé était surtout un moyen d'obtenir une image et donc une atmosphère particulière. Le numérique HD haute définition a pas de texture en fait. Il a un truc qui est complètement, voilà, qui prend la texture qu'on lui donne et en fonction des couleurs, des contrastes qu'on lui amène, et ben ça modèle une image un peu comme voilà, comme un sculpteur avec un bout de terre glaise. Pas de pellicule donc, mais une simple cassette prête à être directement traitée sur ordinateur, le pinceau et la palette de Pitof, et il s'en est donné à cœur joie. Décors, mouvements de caméra, cadrage, tout concourt à donner une impression étrange, cauchemardesque ou merveilleuse, en un mot fantastique. Cette folle. Le coup de la foudre, c'est vraiment le coup de trop. Je veux que vous vous chargiez de l'enquête. Vous m'avez viré il y a 2 ans, vous avez oublié? Une expérience nouvelle pour le spectateur, mais aussi pour les acteurs. Quand on tourne dans un cadre de fenêtre sur un fond bleu, alors là, évidemment, il faut faire un petit effort d'imagination supplémentaire pour savoir qu'après, le metteur en scène et toute son équipe, dans les 6 mois qui vont suivre la fin du tournage, vont dessiner le décor approprié. Bon, ça c'est plutôt amusant, mais comme nous, notre travail, c'est un travail d'imagination, après tout, ça ne nous gêne pas beaucoup. Visuellement flamboyant, ce nouveau Vidocq séduira ou irritera, mais Pitof le sait bien. Il s'est lancé le premier, d'autres piaffent et attendent déjà leur tour, à lui d'essuyer les plâtres. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. La mise en mouvement de la machine de guerre américaine, le porte-avions Roosevelt et 13 autres navires sont en route vers la Méditerranée et le Golfe. À leur bord, des commandos d'élite prêts à intervenir. Et dans le même temps, le chef des talibans, le Mollah Omar, se dit prêt à des discussions avec Washington sur le sort de Ben Laden. Jacques Chirac achève son voyage aux États-Unis dans quelques heures. La France est solidaire des Américains à 1000%, dit-il. Jacques Chirac qui a déposé une gerbe ce soir à Union Square en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre. À suivre la météo, Isabelle Martinet. L'info sur France 2, 1h-10, le dernier journal Laurence Piquet. Demain, dès 6h30, Télématin. Françoise Laborde recevra à 7h40 Elie Barnavi, ambassadeur d'Israël en France. 13h demain, Daniel Bilalian. Et puis, notez d'ores et déjà ce rendez-vous à 20h30. Olivier Mazerolle et Alain Duhamel recevront le chef de la diplomatie française, Hubert Védrine. À demain.